Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui de planifier. On va vous proposer de planifier green avec l'onde verte. Alors qu'est-ce que l'onde verte? C'est un nouveau concept qui vise en fait à proposer de la synchronisation de flux de production. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau une référence, j'allais dire même une institution dans le monde de la logistique, Jean-Patrice Netter, président et fondateur du cabinet Diagma. Et pour débattre de ce sujet, d'autres éminents spécialistes auxquels j'avais demandé de bien vouloir se présenter. Commençons par Bruno. Bonjour à toutes et à tous, Bruno Sainte, bientôt 40 ans d'expérience industrielle dans diverses fonctions, et un grand nombre liés à la supply chain ou au pilotage des flux. Merci, Gérard. Oui, bonjour à tous. Moi, je bats Bruno puisque j'ai 50 ans d'expérience industrielle et j'ai eu la chance de, effectivement, travailler dans différentes fonctions, de la recherche aux ressources humaines et en terminant par la direction générale d'une entreprise de 1000 personnes. Voilà. Merci, Alain. Bonjour Jean-Philippe, Alain Deschaumes, je travaille pour DSM Firmenich, je suis le junior du plateau, je ne vous donnerai pas mon âge. Et j'ai travaillé il y a une dizaine d'années à optimiser la solution planning chez Firmenich. Très bien. Jean-Patrice, donc peut-être un petit mot pour rappeler Diagma, dont je disais donc Diagma, un cabinet historique sur le marché de la logistique. Comme disaient mes amis, ça fait 50 ans que j'ai commencé à travailler avec eux il y a 50 ans, non pas vraiment. Et Diagma donc commençait à travailler à cette époque. On est la première société qui a fait de l'optimisation de flux, puisque notre métier c'est effectivement l'optimisation des flux. Il y a plusieurs types de consultants chez Diagma en fait. Il y a d'une part des gens qui sont des matheux, on va le dire comme ça, des matheux qui aiment bien modéliser, qui aiment bien simuler, montrer que les solutions qu'on apporte sont vraiment des solutions. Il y a des experts transport, entrepôt, douane, etc. Ils sont aussi très importants. Et puis enfin, on a des praticiens. On a une bonne proportion de praticiens, c'est-à-dire qui l'ont fait, qui ont fait et qui savent ce qui se passe quand on met en place de nouvelles solutions pour optimiser la supply chain. Avec un développement international. Alors oui, on est présent en Europe. En Europe, on a une centaine de personnes. On est aussi aux États-Unis. On a 2 bureaux, à Seattle, à Boston. On a 2 bureaux en Amérique du Sud. On a un bureau un peu plus petit à Casablanca pour le Maghreb, le Maroc essentiellement et l'Afrique. Et très bien. Alors, donc Jean-Patrice va faire une présentation du concept d'onde verte pour la synchronisation des flux de production. Vous pourrez bien entendu poser toutes les questions qui vous semblent utiles à l'issue de cette présentation et Jean-Patrice ainsi que les autres intervenants se feront un plaisir d'y répondre aux alentours de midi moins le quart. Alors, Jean-Patrice, qu'appelle-t-on onde verte? Alors d'abord, je voudrais remercier mes amis qui sont ici, qui seront peut-être plus mes amis d'ailleurs d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, mais on verra bien. Remercier aussi tous les auditeurs, parce que je crois qu'ils sont nombreux, il y a à peu près 200 personnes. C'est bien pour entendre parler d'onde verte. Alors onde verte, oui, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Je vais montrer une petite chose qui m'avait au début de il y a un certain temps que je suis concerné par ce sujet, qui était aussi d'ailleurs, quand on regarde le Toyota Production System, c'est aussi le genre de choses qui préoccupaient les ingénieurs de Toyota, c'est-à-dire pourquoi quand on a une ligne de mise en bouteille comme celle qu'on voit sur la gauche, alors il faut boire avec modération, c'est ce qu'on m'a dit. Mais donc dans cette ligne de production, quand la ligne démarre le lundi à 5h du matin, les premières bouteilles commencent à sortir 4 heures plus tard, en fait, vers 9h du matin. Donc il y a donc le temps qui est passé sur la ligne est de 4 heures, donc il y a un stock d'encours de 4 heures, on va le dire comme ça. J'ai travaillé aussi pour d'autres sociétés, dont par exemple des verriers.
qui, là aussi, c'est des flacons de parfum, donc c'est un petit peu plus petit. C'est pas exactement le même le même produit qu'on va mettre à l'intérieur. Et là aussi, il faut le boire avec modération. Et là, je me suis aperçu que quand on fait la somme des temps opératoires, on arrive, même chose, à peu près à 4 heures, et les délais qui sont donnés aux clients sont de 3 mois. D'ailleurs, les clients aimeraient bien qu'on raccourcisse ces délais. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est penché sur la question, chez ce verrier en particulier, chez d'autres aussi, et que on a vu qu'on pouvait, en mettant en place une planification plus astucieuse, qu'on pouvait arriver à effectivement quelques heures, quoi, au lieu de 3 mois. Je vais continuer, Oui, si bien sûr. il me laisse. Et donc c'est un peu ça dont je vais parler. C'est une nouvelle méthode finalement de planification des flux. Qui permet donc de compresser De compresser le temps, de le diviser. Alors on le verra, il y a différentes expériences, mais disons qu'en général c'est de l'ordre de 10, quoi. On divise par 10. D'ailleurs j'ai suivi un petit cours hier par un de mes collègues sur la méthode Toyota, dans lequel il dit qu'en fait souvent on peut diviser par 100, quoi. C'est-à-dire qu'on met 100 fois plus de temps que les temps opératoires pour comme délai de livraison, délai de livraison au client. D'accord. Alors, je vais un petit peu quand même expliquer pourquoi c'est si long. Pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi, alors que les temps opératoires sont relativement courts, on met tant de temps? Alors, je donne un exemple ici qui est celui justement du verrier, si on peut dire. Ouais. C'est ce qu'on appelle une organisation en job shop. En tout cas, c'est le terme anglais. Le terme français, on va dire une organisation en atelier. Mais les ateliers sont déconnectés avec des responsabilités qui sont déconnectées. C'est-à-dire que le produit il a un ordre de fabrication avec une gamme. Il commence dans le premier atelier. Quand le produit fait dans le premier atelier est fini, il le transmet au second atelier, ce qui fait qu'il y a un stock devant le feu rouge. Il a mis un feu rouge pour rapporter à Londbert. Et ce stock va attendre que le feu devienne vert, c'est-à-dire que l'atelier soit prêt à l'accueillir et la planifier dans son projet. Et on voit d'ailleurs que cet atelier, la raison pour laquelle il ne prend pas tout de suite ce semi-fini, on va l'appeler semi-fini, c'est parce que y a d'autres semi-finis qui arrivent par d'autres voies et qui doivent être traités dans le même atelier. Je me rappelle d'ailleurs il y a un certain temps, je suis sûr que ça a beaucoup changé depuis, mais j'avais travaillé pour la SNECMA, qui est maintenant Safran. L'usinage d'aube de réacteurs, il fallait 2 ans. Il fallait 2 ans, alors que les temps opératoires qu'on avait regardés étaient de quelques heures. Donc il y avait exactement la même chose, et c'est parce que les ateliers sont indépendants et traitent indépendamment, ordonnancent indépendamment leur production. Alors, au lieu de ça, donc moi quand j'ai commencé ma carrière, comme on dit, j'ai été ingénieur à l'Institut de recherche des transports, où on cherchait à optimiser la circulation dans Paris. En fait, on cherchait à optimiser la circulation dans Paris, et donc il y avait ce concept d'onde verte qui était important, c'est-à-dire que lorsque une voiture se déplace sur une avenue à sens unique, il ne faut pas qu'elle soit à double sens, mais à sens unique, quand le petit lot de voiture, le feu se met au vert, part, à condition, alors ça c'est le cas à l'heure actuelle du boulevard Saint-Germain à Paris, là que je montre. Alors évidemment tout le monde n'est pas parisien, mais le boulevard Saint-Germain c'est donc une avenue, un boulevard à sens unique, qui va de l'Assemblée nationale jusqu'à l'Institut du monde arabe à l'autre bout. Et lorsqu'on lâche le flot de voitures, à qui on impose de faire du 30 km/h, enfin en tout cas pas de dépasser 30 km/h, tous les feux se mettent au vert au fur et à mesure que le lot de voitures progresse. Et donc l'idée c'est exactement ça. Ça s'appelle l'onde verte. Dans circulation urbaine, ça s'appelle l'onde verte. Ça a été mis en place dans beaucoup de capitales de villes. Je sais plus, c'est Bruno qui disait que ça a été mis en place à Lyon.
hein, c'est ça Bruno. C'était mis en place à Lyon À une et certaine donc époque. fait dans plusieurs villes. Alors, je vais juste pour vous montrer un petit peu, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé à l'onde verte, mais je vais faire un petit peu le parallèle. J'ai une petite vidéo qui, si on peut la lancer. Alors elle est un peu stressante, mais c'est intéressant. C'est un projet de Google AI, hein, d'intelligence artificielle, qui montre comment on peut optimiser justement la circulation dans les villes. Bon, c'est une pub pour Google, quoi, c'est ça? Pardon ? C'est une pub pour Google, je sais, non? C'est une pub pour Google. Non, c'est pas une pub pour Google. Non, je plaisante. Google, mais ça montre bien, je ne sais pas si en suivant ce qui était dit, ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'infrastructures spéciales pour pouvoir construire une onde verte. Hein. C'est-à-dire que si je fais le parallèle avec la ville et que je vous montre quelque chose qui va vous horrifier, mais qui est ici l'organisation des flux des flacons des corps de flacons qu'on a vu au début. Ici, ça ressemble à une ville. Enfin, pour vous, ça ressemble peut-être pas à une ville, mais ça ressemble à une ville avec des intersections qui sont les boîtes bleues. Ces intersections, donc les flux rouges, hein, les flux de départ, c'est des flux qui sont dans les boîtes rouges, qui est l'entrée des flacons bruts et qui doit sortir dans le vert, qui est la sortie des flacons décorés. Donc c'est exactement comme des trajets en ville, Oui. hein, avec des carrefours. Et toute l'idée, c'est de dire, mais est-ce que je pourrais mettre des feux rouges et des feux verts et réguler le flux dans cet univers de production, qui peut être plusieurs usines d'ailleurs, hein. C'est pas obligé que ce soit juste dans une seule usine, ça peut même aller jusqu'à la distribution, jusqu'aux fournisseurs, etc. Enfin, ça peut aller relativement loin. Mais disons que première idée, c'est effectivement dans les usines, est-ce que je peux mettre en place un système qui construise des ondes vertes et qui fait que les produits ne vont pas s'arrêter, mais vont cheminer de manière optimale du début jusqu'à la fin, et donc ramener les délais qui sont de plusieurs mois à quelques minutes ou quelques heures pour des lots de production. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, les lots à produire, ils vont être programmés. Donc c'est vraiment de la planification. C'est à la fois de la planification et de l'ordonnancement. Ils vont être programmés pour ne pas arriver en même temps au même carrefour, oui. C'est-à-dire sur les mêmes unités de production. D'accord. Hein, donc qui libèrent ce flux. Ça, c'est la première idée. La première idée de cette onde verte, c'est réduire beaucoup les délais et donc les encours. Hein, récemment, on a travaillé avec une société où on a étudié la mise en place d'une onde verte. Et c'est une société, l'industrie pharmaceutique, dans laquelle tous les jours on injecte 500 000 € dans le circuit.
pour faire des biomédicaments qui vont sortir 365 jours plus tard. Donc il y a un encours de cash dans le système, cash CRSH, dans le système, qui est 365 fois 500 000 euros, donc 130 millions de cash qui est bloqué en permanence dans... Mais il y a le délai de quarantaine dans ce délai, non ? Il n'y a même pas la quarantaine, donc on peut aussi mettre la quarantaine, effectivement, toute la partie. Alors, donc c'est intéressant, sachant que, en fait, quand on fait la somme des temps opératoires, on arrive à 29 jours, je crois. Donc l'idée, c'est comment je peux ramener 365 jours à 29 jours en mettant les bons feux de circulation dans mon système. Voilà, et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce qu'il y a une deuxième idée en fait, une deuxième idée dans l'onde verte, c'est, ok, on va trouver en fait le bon programme, puisque le bon plan de production, qui est en même temps un ordonnancement d'ailleurs, parce qu'il faut bien que tout soit bien régulé. Donc on va trouver ce programme. Une fois qu'on a trouvé ce programme, on va le répéter. On va le répéter. C'est trop beau, on l'a trouvé, on va le répéter pour continuer à produire. Alors évidemment, il ne faut pas dépasser la demande, hein, ça c'est clair. Donc ce que je dis, c'est que l'onde verte, c'est une méthode de programmation des flux, qui en même temps une méthode de construction d'horaires, parce qu'il y a bien entendu, il y a des horaires. C'est un peu comme des trains aussi, hein, c'est un peu comme des trains avec des horaires. Il y a le train qui va partir de Paris, qui va à Marseille, qui passe par des gares intermédiaires. Mais il y en a d'autres qui ont besoin aussi de passer par la gare qui est à Lyon. Il ne faut pas non plus que les trains se marchent sur etc. Donc c'est aussi le même principe, hein, le même principe d'horaire. Et alors le pattern de production, ce que j'appelle le pattern de production, qui est la seconde idée finalement, ce pattern de production, c'est je répète, quand je fais un plan de production, je répète mon onde verte, si je peux dire. Hein. Je répète mon onde verte. Et là, je donne un exemple, justement, l'industrie pharmaceutique, dans lequel on a 4 familles de produits à fabriquer, que j'ai appelé alpha, bêta, gamma. La demande de gamma est 2 fois le double des demandes des autres produits. Et en fait, on arrive à programmer sur 4 jours une onde verte répétitive. C'est-à-dire, disons, le premier jour, je lance mon produit alpha, qui va lui sortir 29 jours plus tard en bout d'usine, si je peux dire. Le lendemain, je lance le produit, lendemain, minuit, 0 heure, je lance mon produit bêta. Et puis ensuite, mercredi, jeudi, je fais du produit gamma qui, lui, est plus demandé. Et le vendredi, on recommence. Alpha, bêta, gamma, gamma. Alpha, bêta, gamma, gamma. Voilà. Donc il y a cette répétitivité qui est vraiment intéressante parce que, et pourquoi elle est intéressante ? Parce que elle permet d'avoir un plan qui permet de voir loin, si je peux dire, hein, qui permet de voir loin puisqu'on sait que ça sera toujours pendant une saison, disons, alpha, bêta, gamma, gamma. Et donc les fournisseurs, par exemple, savent quand ils doivent fournir les produits, les matières premières qui vont bien. Pour fabriquer. Ça, c'est le premier intérêt, c'est que c'est très prévisible. Deuxième intérêt, c'est comme c'est prévisible et que dans l'usine, on sait ce qu'on va faire et on sait à l'avance ce qu'on va faire, on est capable de régler les équipements pour obtenir une qualité maximale. Hein, c'est-à-dire qu'il y a moins d'aléas de production, on sait quels sont les aléas qu'on risque d'avoir et on sait régler les machines beaucoup mieux pour faire ce type de produit. Donc la qualité, c'est aussi un élément qui est très important dans ce système. Alors là j'ai mis un petit peu en parallèle ce que j'ai appelé old school et green wave, ou l'onde verte. Donc sur certains points, donc à l'heure actuelle, dans les systèmes qu'on appelle MRP, alors j'ai aussi mis des DMRP, mais c'est des systèmes qui partent de l'aval, qui remontent vers l'amont, qui remontent peu à peu vers l'amont. On a des encours de production qui sont subis,
Et donc les programmes changent souvent parce qu'on les actualise. On a des encours de production qui sont subis, qui sont mal maîtrisés, très dépendants des ordres de fabrication et de leur ordonnancement. Dans l'onde verte, au contraire, on a des encours de production, des délais et des stocks au minimum, puisqu'on a effectivement fait une onde verte, donc on est au minimum. On minimise aussi les coûts et on minimise, en même temps, on fait du bien à la planète, c'est-à-dire qu'on va aussi programmer pour qu'il y ait le moins possible d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le vert aussi qui est dans l'onde verte, c'est pour ça qu'on a mis planifié green. Deuxièmement, le gros problème dans la planification de production actuelle, c'est une planification qui est très nerveuse. C'est-à-dire que tout le temps, on est en train de changer parce que la demande a changé, parce que c'est passé telle ou telle chose. Et donc, on a une planification qui est très nerveuse, ce qui énerve les planificateurs d'ailleurs, qui eux sont obligés de changer tout le temps leur plan de production. Ça énerve aussi les fournisseurs parce que est-ce qu'on va avoir les matières pour faire le nouveau plan? Donc, c'est compliqué. Dans l'onde verte, c'est un plan ordonnancé qui est prévu longtemps à l'avance et en fait, on a vu tout à l'heure alpha, bêta, gamma, gamma, mais c'est évident que le produit fini n'est pas alpha, alpha, bêta, gamma. On le différencie au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est vers la fin de la production, de la transformation, où on est beaucoup plus près de la demande, qu'on peut différencier le produit. C'est-à-dire qu'on va faire au maximum qu'on appelle la différenciation retardée. Et donc ça c'est aussi intéressant parce que ça permet d'être beaucoup plus près dans la transformation, d'être beaucoup plus près de la demande. Et en particulier, si c'est l'industrie pharmaceutique, tel flacon, on va plutôt l'envoyer au Mexique, donc il faut les notices qui vont bien avec le Mexique, la boîte qui va bien avec le Mexique, l'étiquette, etc. Donc ça c'est la deuxième chose. C'est que le plan est ordonnancé, prévu longtemps à l'avance, donc ça marche bien. Alors, dans l'actuel, on adapte donc la production à une demande qui est très fluctuante et imprévisible, et en fait, on s'en tire, si je peux dire, en ayant mis en place un nouveau processus qu'on appelle le Sales and Operations Planning. Bon, maintenant, on l'appelle IDF ou un truc comme ça. Pour introduire toutes les notions financières, etc. Qui effectivement, moi je le préconise aussi, on travaille aussi dessus, mais je pense qu'il est temps de passer, en tout cas dans certains environnements, à ce que j'ai appelé l'OP et S, OP and S. C'est-à-dire d'abord l'Operations Plan, on optimise la production, on va optimiser la production, et c'est à la fin qu'on va dire, ok, comment est-ce que je vends comment est-ce que je vends, comment est-ce que je sais à l'avance ce que je vais faire, comment est-ce que je le finalise pour m'adapter à la demande, justement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que en plus dans l'expérience que j'ai de ce genre de choses, dans l'industrie pharmaceutique dont je parlais, on a réussi à augmenter la capacité de production, avec l'onde verte, on a augmenté la capacité de production de 20%. Et comme ils étaient sur un marché qui est très, très tendu, ça leur a permis d'augmenter le chiffre d'affaires aussi de 20%. Donc je suis assez content. Bon. Et donc l'actuel, c'est plus une philosophie que j'appelle moi demand driven. D'ailleurs, les gens aiment bien dire que leur système il est demand driven, c'est-à-dire que c'est la demande qui tire le flux. Mais en fait, c'est pas une qualité en fait que la demande tire le flux. C'est pas une qualité parce que au lieu d'avoir une vision globale, en réalité, on a une vision locale, c'est-à-dire on a une vision sur la demande. Cette demande, si je prends par exemple le DDMRP, cette demande elle remonte vers un premier stock qui dit bah non, il faut que j'approvisionne pour faire face à cette demande. Je gère un stock. L'idée du DDMRP, c'est bien ça. Je gère un stock et je passe une commande au niveau supérieur, au niveau supérieur, au niveau supérieur. Le problème, c'est que on n'a pas une vision correcte de la capacité.
Donc on peut arriver à des blocages avec ce système de... Et puis enfin, moi, le gros problème que j'ai toujours rencontré avec les systèmes MRP, c'est le problème des appros. C'est le problème des appros parce que les appros, ils sont pas prêts à être modifiés, ils sont pas prêts à être modifiés en permanence. Alors quel bilan finalement? J'ai cité quelques exemples. Quel bilan? De mon expérience, nos expériences, mon expérience, c'est qu'il y a une division des délais et des stocks d'encours pour les ramener à la somme des temps opératoires. Donc on divise, je vais dire, par 3 à 10 les encours. Ceci dit, à la fin, on a quand même du produit fini. On peut avoir un stock de produits finis. Je ne vais pas me boucher les yeux pour dire qu'il n'y a pas de stock du tout. Il peut y en avoir à la fin. Ensuite, on a une augmentation de la capacité de production et du chiffre d'affaires. C'est l'exemple que je viens de citer. On arrive aussi à une division par 3 des investissements. Des investissements. Là, j'ai un exemple justement dans les cosmétiques, chez un parfumeur. Il n'y a que 2 étapes, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'étapes pour faire ce genre de truc. Il n'y a que 2 étapes. Je fais du parfum dans des cuves. Les cuves, ça coûte assez cher, en fait. Je fais du parfum dans des cuves. Et puis, quand j'en ai besoin, parce que mon plan de conditionnement, mon plan de flaconnage a montré qu'il fallait effectivement que je remplisse des flacons de 33 millilitres, de 50 millilitres, etc., de moins même. Je vais aller prendre le parfum dont j'ai besoin, je le mets sur la ligne de conditionnement. Alors le seul problème, ça a l'air très bien, mais le seul problème avec ça, c'est que en fait, quand j'ai besoin de parfum pour le conditionnement, ma cuve, elle a été vidée à moitié et j'en ai besoin des 3/4. Alors qu'est-ce que je fais? Je refais une cuve. Hop, je refais une production. Et ce parfumeur, en fait, son problème, c'est qu'il avait beaucoup de cuves et qu'il n'en avait pas assez et qu'il allait construire une nouvelle cuverie. Et là, on a réussi à diviser par 3, en fait, le besoin en cuverie, donc une économie d'investissement. Enfin, et ça j'en ai déjà parlé avec le pattern de production, il y a une simplification du planning et de l'ordonnancement. Donc ça apporte beaucoup de sérénité dans l'usine. Le bilan économique et environnemental, j'en ai aussi parlé, et un SNOP qui est concentré sur les ventes et le marketing plutôt que d'être concentré sur la production. Alors, finalement, mon dernier slide, c'est la démarche. En fait, il y a 4 phases dans la démarche. Ouais. Il y a 4 phases. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le value stream mapping, c'est-à-dire une cartographie des flux. Comment ça se présente, cartographie des flux. Bon, on le fait à partir d'un historique des ordres de fabrication, des suivis de production, parce qu'en fait, on analyse 2 choses. On analyse les flux et les aléas sur les outils de production. Parce qu'on s'est aperçu que, très bien, on peut faire des trucs théoriques, mais qu'en réalité, il y a plein d'aléas, et que ces aléas, il faut en tenir compte. Et donc, on analyse effectivement les aléas déjà dans la première étape, et on fait des lois de distribution des aléas. Deuxième phase, on cherche l'onde verte, c'est-à-dire c'est quoi un bon ordonnancement de tout ce système pour fournir ma demande prévisionnelle. Il faut effectivement avoir des prévisions de demande, fournir ma demande prévisionnelle, c'est la phase 2. La troisième, c'est quel pattern est-ce que je peux mettre en place, quel pattern répétitif, donc mon plan de production que je peux mettre en place, qui me permet de voir suffisamment loin. Et puis, la dernière phase, qui est aussi super intéressante, c'est je teste ce que je prévois de mettre en place dans un jumeau numérique. C'est-à-dire que je simule pendant 1 an, 2 ans, avec tous les aléas que j'ai analysés, je simule la production pour voir ce qui va se passer. Et ça, c'est super intéressant, d'abord parce que ça tranquillise les gens de production, qui au départ sont quand même un peu inquiets. Voilà. Et Bon. Alors, déjà, on me fait signe en régie qu'il y a beaucoup de questions, donc ça va être très, très difficile. Moi, j'en ai aussi. On voit qu'on est dans une approche quand même qui est extrêmement complexe parce qu'on est dans une approche systémique, en fait, qui fait appel à tout un tas
de réseaux et d'arborescence entre des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Dans l'exemple que tu nous as montré tout à l'heure, on voit une ville, la circulation qui est gérée par Google IA. Et donc là, on voit l'importance... Là, c'est pas Google IA, hein, mais... Non, mais oui. Mais on voit l'importance là, dans l'exemple de l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé, enfin, tu n'en as pas parlé dans ta présentation. Mais on a un petit peu l'impression que pour ordonnancer tout ce processus extrêmement complexe, il faut un chef d'orchestre. Alors, ma question, Alain, c'est Bruno, est-ce que on n'a pas besoin pour que ça fonctionne d'un chef? Je pense que la réponse est un peu dans la question. Pour avoir eu moi-même à mettre en place une onde verte, mais qu'avec Jean-Patrice, on n'appelait pas encore onde verte à l'époque. On l'appelait routine, oui. On l'appelait routine sur des ingrédients pharmaceutiques qui associaient plusieurs ateliers, donc exactement comme Jean-Patrice l'a décrit. On a eu les bénéfices qu'évoque Jean-Patrice, et je rajouterais, si tu me permets Jean-Patrice, à ta présentation, l'augmentation du taux de service. À l'époque, on avait gagné presque 30 points de satisfaction client, ce qui n'est pas neutre. Et puis une baisse, un corollaire des encours, puisque quelque part, c'était beaucoup plus fluide. Mais, et pour répondre à votre question, il s'agissait de synchroniser ou d'ordonnancer entre plusieurs usines et ateliers de fabrication. Et là, il y a un corollaire très très important. D'abord, c'est que les process dans chacune de ces unités de fabrication soient suffisamment sous contrôle. Si on a vraiment trop de variabilité sur le process, aucune supply chain n'arrivera à pallier cette insuffisance. Travaillez d'abord sur vos process, on ne le dira jamais assez. Une fois qu'on a ces process avec une variabilité acceptable, il est clair que s'il n'y a pas de chef d'orchestre, ça ne peut pas fonctionner. Et là, il faut admettre que d'un point de vue managérial et organisation de l'entreprise, le pilote de flux, qu'il s'appelle directeur supply chain, directeur des opérations et tout, doit avoir une vraie imprimature sur les directeurs unitaires, que ce soit d'usine ou d'atelier de fabrication, pour que la routine, la pattern, le schéma d'ordonnancement de fabrication qui aura été établi soit respecté. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, c'est de l'humain, c'est de la conviction, c'est du commandement, mais on ne peut pas, imaginons, pour reprendre l'onde verte et le boulevard Saint-Germain, si dans chaque quartier, les gens étaient en droit de changer la façon dont les feux s'allument et s'éteignent, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut donc qu'il y ait vraiment un vrai pilote de flux qui lui ait l'autorité. Et c'est qui le pilote de flux? Alors ça dépend de l'organisation. Ce qu'on avait mis en place à l'époque, on avait expliqué au directeur d'usine que le pilote de flux qui dépendait de la direction supply chain, eh bien quelque part, sa routine, sa pattern s'imposait à chacune des usines. Après, il faut convaincre et il faut le faire appliquer. Des fois, ça peut passer par des méthodes un peu, j'allais dire, directives, pour expliquer au directeur de l'usine, eh bien non, comme vous vous inscrivez dans un process multi-étapes, il s'agit de respecter, de façon à travailler à la fois pour l'amont, pour l'aval et surtout pour le client. Oui. Et Gérard, ça implique également que les fonctions à l'intérieur de l'entreprise communiquent entre elles, j'imagine, parce que des fois les entreprises sont très cloisonnées. Et est-ce que justement ça ne plaide pas en faveur d'une meilleure collaboration interne, déjà avant de parler de collaboration externe? Tout d'abord, je pense que Jean-Patrice a bien montré les avantages et personnellement, j'adhère tout à fait à ces enjeux liés à la mise en place de systèmes d'ondes vertes. Pour moi, ça va au-delà de cela. C'est que l'introduction de ça, c'est un changement de culture d'entreprise. Oui. Et ça suppose, au départ, d'abord un engagement très très fort de la direction. La direction d'entreprise montre à l'ensemble des collaborateurs que on va changer de système, on est dans un projet qui est extrêmement important. Et ça, c'est un commandement extrêmement important. Bon, tu as insisté aussi sur l'importance des historiques et ça a été renforcé par Bruno. Il faut effectivement, à minima, avoir des unités qui ont un minimum de fiabilité. Il faut vraiment assurer la fiabilité au départ. Et donc, c'est pour ça que l'étape 1 est extrêmement importante. Et puis, au-delà de l'engagement de la direction, je crois que ce genre de projet, c'est un projet où on n'en a pas pour son argent. On en a pour les compétences qu'on a créées. Et donc, il faut, pour moi, accompagner la mise en place de l'onde verte, ou des ondes vertes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, par un plan de développement des compétences à tous les niveaux. Oui. Des responsables de production, aux responsables de maintenance, jusqu'aux opérateurs. Il faut que les opérateurs comprennent qu'on est dans un système qui a des enjeux extrêmement importants pour chacun
mais que ça suppose de respecter un certain nombre de règles. Donc, c'est vraiment, à différents niveaux, une nouvelle entreprise. Et comme l'a dit Bruno, il faut qu'on ait... Pour moi, le directeur supply chain, c'est le maître d'œuvre. Oui. C'est l'architecte et le maître d'œuvre. Et les autres sont ceux qui appliquent les consignes de l'architecte. Oui. Avec, bien entendu, le soutien de la direction générale qui est indispensable. Et plus que du soutien, c'est un engagement très très fort de la direction générale. Ah, oui. Alain, vous avez été confronté, vous, dans le cadre de vos missions de transformation, à cette problématique de synchronisation des flux de production? Alors tout à fait, et je renforce effectivement le message sur l'aspect soutien managérial qui doit être très important dans ces déploiements-là, parce que tout changement, en fait, nécessite qu'il y ait de la part du management une envie claire de changer les choses. C'est souvent difficile, quand les choses ont été optimisées, de les réoptimiser d'une manière différente, parce qu'on va forcément passer par une période transitoire où il va falloir s'adapter et où les gens ont besoin de changer un peu leurs repères. Après, en termes d'optimisation et de synchronisation, ce que je retiens de la présentation de Jean-Patrice, c'est que on a souvent, en fait, à gérer aussi des effets de coup de fouet, de bullet effect. Pourquoi ? Parce que, en fait, en remontant depuis la demande à la source, on amplifie un certain nombre de phénomènes. Donc le fait d'être capable d'apporter de manière dans l'amont, suffisamment de cadencement, de précision, de répétition, de patterns, c'est pas de forcer les gens à prendre la marchandise qui va être produite, c'est bien d'optimiser ces flux-là et donc d'essayer de non pas d'amplifier ces variations de demande, mais au contraire de les stabiliser. Donc c'est la rencontre un petit peu de, j'allais dire, ce qu'on peut cadencer correctement côté supply, et puis après côté demande, à un moment donné, il va falloir forcément découpler. On a parlé de différenciation retardée, etc. Bon, il faut essayer de remonter, mais pas trop dans l'amont, pour être capable effectivement d'avoir des processus industriels performants avec des encours qui sont minimisés. Voilà. Vous-même, donc, dans le cadre de vos fonctions, vous avez été amené justement à procéder à ce genre de transformation. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, alors, c'était pas tellement sur les feux rouges et feux verts que nous avons travaillé. On a travaillé avec Diagma plutôt sur les stocks de sécurité. Oui. Des matières premières, oui, pour être capable de libérer effectivement de la capacité et de la disponibilité des matières premières pour optimiser la production. Donc, j'allais dire, ça dépend après des modèles que l'on a. C'est pas forcément, nous on était dans l'assembly to order, c'est pas forcément là qu'on va optimiser, mais c'était plus sur l'amont, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire là où on fabrique les molécules qu'on va utiliser et où là les encours sont importants. Les goulots d'étranglement sont présents dans la chaîne de production et donc là, le cadencement et effectivement l'optimisation à sa place au niveau de la supply. Oui. Mais justement, à ce propos, j'ai pas trouvé que c'était, la présentation était pas forcément contradictoire par rapport au DDMRP qui prévoit aussi des buffers, en quelque sorte, un peu des stocks de sécurité. Je vois pas les... Tu vois pas. Je vois pas l'opposition entre les deux, en tous les cas. D'accord. En fait, le DDMRP, ce qu'il fait, c'est qu'il remonte de la demande vers l'amont. C'est-à-dire que l'aval... Mais bon, avec à chaque fois des buffers qui constituent... Les buffers, c'est de la gestion de stock. Oui. C'est de la gestion de stock. On peut dire buffer, mais c'est des stocks et c'est de la gestion de stock. Et ces stocks appellent du produit de l'étape précédente, mais sans forcément tenir compte des capacités de production qu'il y a en amont. Autrement dit, on a une vision très très locale. D'accord. Bon, je dis pas que ça marche pas, puisque je crois qu'il y a pas mal de succès. Mais ce que tu apportes, c'est plutôt une vision holistique. Une vision globale. Holistique. Oui, c'est une vision globale de manière à ce qu'on ait la capacité, la tranquillité, etc. C'est-à-dire s'assurer que pour répondre à la demande, on a les matières premières, les composants, les produits semi-finis. Et les outils de production. Qu'on ait aussi les outils de production avec la bonne capacité de production et avec un flux qui est accéléré. Ce qui n'est pas le cas du DDMRP. C'est-à-dire tout ce qui remonte de l'aval vers l'amont, c'est le MRP. C'est l'idée MRP. Dans le DDMRP, il y a MRP. MRP, c'est on remonte de l'aval peu à peu vers l'amont, mais c'est l'aval qui pilote l'amont. Sauf que, comme disait Alain, il y a cet effet
bullwhip effect, je ne sais plus comment on dit en français. Oui, Forrester. Oui. Coup de fouet. Coup de fouet, pardon. Oui. Excuse-moi. Donc il y a cet effet coup de fouet qui fait que on demande de plus en plus de capacité en amont et on l'a pas forcément. Donc c'est vraiment l'inverse. Hein. C'est un flux qui est plutôt poussé, l'onde verte, c'est plutôt un flux poussé à travers l'avenue avec les feux qui se mettent au vert au fur et à mesure qu'on avance, qu'un flux tiré. Alors, je le disais, on a beaucoup de questions. On va commencer à prendre les questions et puis on y répondra petit à petit. Hervé, donc bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors Mathieu nous dit qu'il a bien compris que l'onde verte s'appliquait au job shop. Est-ce que cela s'applique dans cette configuration dans le cas de la petite série avec beaucoup de références et une vingtaine de postes d'usinage? Oui, alors oui, c'est justement fait pour ça. Hein. C'est justement fait pour ça, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des postes d'usinage, c'est éventuellement ce que j'appelle des ateliers, mais ça veut dire qu'on va essayer de synchroniser l'arrivée des flux sur les postes d'usinage pour qu'il n'y ait pas de conflit. Hein, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui est pris en compte dans l'onde verte et qui ne l'est pas dans le TPS? Alors, Toyota le TPS, c'est le Toyota System. Production System. Alors, le Toyota Production System, il est dans la partie, c'est le Lean, hein, ce qu'on appelle le Lean Manufacturing. En général, il va plutôt vers de la production unitaire. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche à faire progresser des unités, mais on cherche aussi à synchroniser hein, dans le Toyota Production System, mais on le fait plutôt avec des unités, par exemple le flacon, etc. Alors que là, on va aussi utiliser la notion de lot. Hein. Donc la différence, c'est entre les lots et puis le Toyota Production System, il a aussi une approche relativement, et ça m'a toujours frappé, une approche relativement locale, c'est-à-dire des traitements locaux. Hein, par exemple, le Kanban, c'est un traitement local. On approvisionne des flux, alors c'est cadencé, mais c'est très local. Il faut avoir la bonne capacité de production. Ça manque un peu, de mon point de vue, de vision globale. Je compléterai en disant, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que ça marche très bien le Toyota Production System lorsque la capacité des procédés est très très bonne. Là, quand on est dans des process plutôt industriels où on a de facto un peu plus de variabilité, le gros avantage de la vision globale, c'est qu'on ne se focalise pas que sur un point et qu'on est capable d'absorber des variations qu'on aura modélisées et qu'on aura testées au travers des patterns ou des routines. Autre question? Comment gérer une demande volatile ou un mix produit important avec cette méthode, qui plus est lorsque les produits n'ont pas de différenciation retardée? Alors là, je ne vois pas exactement le contexte, donc c'est difficile de répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, hein, mais c'est pas toujours le cas, en général, quand on remonte vers l'amont, on passe par des étapes que je vais appeler de semi-finies, hein, c'est-à-dire qui sont plus agrégées. Autrement dit, ce qui était très volatile en bas de la chaîne, au niveau du produit fini livré au client, ce qui était très volatile, au fur et à mesure qu'on agrège, est de moins en moins volatile. C'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus à le prévoir et donc à l'envoyer dans le système qui ensuite où il y aura de la différenciation retardée. Comment peut-on augmenter le throughput alors qu'on n'a pas touché au goulot? Comment on peut augmenter Le débit. Le débit. Le throughput. La sortie. alors qu'on n'a pas touché au goulot? Les goulots, ils sont vus d'entrée de jeu. Hein. Ils sont vus d'entrée de jeu. C'est-à-dire que quand on établit le flux, en fait, et ça avait beaucoup troublé, je dois dire, Bruno, et je crois Gérard, quand j'avais parlé de lignes virtuelles de production, hein, c'est-à-dire on transforme le système dans des lignes qui s'apparentent à ce que j'avais montré là chez Cronenbourg, pour ne pas citer de nom, au début, hein, c'est-à-dire le flux de bouteilles qui met 4 heures pour traverser le système. Et donc, bien entendu, comme on le regarde de manière globale, il n'y a plus de goulot. Il n'y a plus de goulot. On a supprimé les goulots, on a créé un flux
un flux qui s'écoule de manière hopefully harmonieuse. En fait, moi, ce que je comprends, c'est difficile de supprimer les goulots, mais c'est un moyen d'anticiper les goulots et de préparer l'élimination des goulots, soit par des augmentations de capacité, soit par des investissements, soit par de l'augmentation de fiabilité. Mais la vision globale permet d'anticiper les risques de goulots. Et c'est là où tout à fait. Tu as tout à fait raison. On gagne, parce que les goulots, on en a toujours. Quand on veut vendre plus, il y a un moment, un goulot qui arrive forcément. Si on n'investit pas, oui. Mais cette méthode l'onde verte permet d'anticiper les goulots. Et donc, effectivement, comme tu le dis, finalement, on n'a pas de goulots parce qu'on les a anticipés. Mais il ne faut pas oublier l'anticipation. Et j'en reviens à l'idée que c'est vraiment un schéma de culture d'entreprise, quoi. C'est-à-dire que c'est partir de... C'est pas simplement une gestion des flux, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un aléa de production, une machine qui casse, enfin quelque chose qu'on n'avait pas prévu au départ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose que sur le... Je vais peut-être remonter, si j'y arrive. Je remonte à mon premier slide. Et bien, si j'y arrive. Voilà, celui-là. Je te laisse là. Pendant que tu réfléchis, je me souviens, on l'avait prévu à l'époque. On va dire, pour reprendre l'exemple du boulevard Saint-Germain, s'il y a une voiture qui se met à octet, on la met de côté et on garde l'enchaînement tel qu'il a été prévu de façon à minimiser les perturbations. Et on écarte le perturbateur. C'est-à-dire que si on va louper une routine ou une pattern de production, eh bien on enchaînera sur la suivante dès que la machine aura été réparée. Et puis, ce qu'on a dit au départ, on prendra en compte, et on l'aura testé dans les patterns, la prise en compte d'un certain nombre d'aléas, et on revient à l'idée d'analyser toutes les données. Donc, a priori, on doit minimiser, j'allais dire, la production, la génération d'un arrêt machine. Mais quand ça arrive, on passe au cycle d'après. D'accord, alors si je reviens, donc c'est tout à fait ça, mais si je reviens sur mon schéma, je ne sais pas si vous pouvez montrer mon schéma, voilà, sur la partie gauche du schéma, les bouteilles sur la ligne d'embouteillage. Alors un de mes collègues m'a dit non, mais là on parle d'embouteillage, ça va pas. Mais donc si on reprend ce schéma, c'est sûr que sur une ligne comme ça qui débite à 100 000 bouteilleurs, il y a des incidents. Je dirais un incident, mais quelques secondes, ça provoque. Alors qu'est-ce que ça provoque? En fait, ça provoque un stock en amont de l'atelier ou de la machine. Il faut avoir prévu une capacité de stockage. Et c'est d'ailleurs à ça que sert la simulation, c'est avoir, mais quelle capacité de stockage? Qu'est-ce qui va se passer quand je mets tous ces aléas? Qu'est-ce qui va se passer? Et dans la simulation qu'on a faite, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, on a bien vu que quand il y avait un aléa sur une machine, on a prévu en amont une capacité de stockage. Et on a vérifié qu'on ne dépassait pas cette capacité de stockage. Et donc que le système reprenait dans la foulée, si je peux dire. Hervé ? L'IA était nécessaire dans cette démarche? Alors, ma réponse est non. Je me tiens une balle dans le pied, hein, mais ma réponse est non. Je dis je me tiens une balle dans le pied parce que c'est tellement à la mode que... donc, pas du tout. À l'heure actuelle, tous les schémas qu'on a faits, c'était avec non pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence humaine. Qui, de temps en temps, est bien supérieure d'ailleurs. Et beaucoup de données. et des données. Mais finalement, c'est quand même moins compliqué qu'une ville. Hein. C'est quand même moins compliqué qu'une ville la plupart du temps. Il y a moins de trajets possibles, etc. Et donc l'intelligence humaine suffit en général largement. Et les problèmes qui se posent, c'est plus qu'a dit Gérard et qu'on dit Gérard et mes amis qui sont toujours amis. Les problèmes qui se posent, c'est plus des problèmes d'acceptation ensuite du schéma par les interlocuteurs dans les usines ou dans le management, parce qu'on enlève en fait du pouvoir aux ateliers. Et ça, si on n'y a pas réfléchi avant, ce que
ce à quoi je ne réfléchissais pas avant d'ailleurs, et ben, on s'aperçoit qu'il y a des blocages relativement rapides. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser aux notions de pouvoir. Une ligne de production, là, une ligne réelle de production, il y a un conducteur de la ligne. Il n'y a pas chaque machine n'est pas comme tu disais, Bruno. Hein. Si à chaque feu j'ai quelqu'un qui s'amuse à changer le conditionnement, donc c'est un accompagnement au changement, quoi. Ça impacte aussi beaucoup de fonctions. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais la maintenance est aussi fortement impactée. Tu as raison. Parce qu'il faut avoir la capacité à réagir aux incidents de façon très rapide. Et de la même façon, tu peux prévoir dans tes routines de fabrication des stops pour lesquels la maintenance interviendra pour un entretien régulier. Oui, ou du préventif. Mais ça suppose qu'elle aussi se synchronise par rapport à l'onde verte et ne dise pas « je viendrai l'après-midi » alors qu'elle devait venir le matin. Exactement. On voit que c'est du vécu. C'est du vécu. On comprend bien que c'est de l'organisation avant tout, mais est-ce que l'IT n'a pas aussi son rôle à jouer dans la synchronisation de ces flux ? Ce que dit pas Jean-Patrice, c'est qu'il simule beaucoup dans le besoin, tous ces aléas, etc. Donc oui, il y a besoin de recours à l'informatique, bien sûr, pour avoir un jumeau numérique, mais il n'y a pas forcément besoin de recourir à des technologies, de langage évolué, l'intelligence artificielle, pour finalement que l'optimisation nous échappe et qu'on cherche des paramètres qui n'ont pas de grandeur physique. La l'onde verte, elle est réellement avec des grandeurs physiques, donc c'est pas là-dessus qu'il y a vraiment l'enjeu. C'est beaucoup plus sur la robustesse des routes qui vont être identifiées, effectivement. Je reviens sur ce qui a été dit après en termes d'avantages par rapport au Toyota Production System. Je pense que c'est aussi sur un pattern répétitif qu'en fait, on va travailler sur des notions de qualité, de maintenance, ce qu'on vient de dire. Puis je réponds également à la question sur le mix produit. Je pense qu'il y a un avantage qu'il faut comprendre par rapport à l'onde verte, c'est que en réduisant le délai de fabrication, en optimisant ces flux-là, en fait, le stock de découplage sur le produit fini, il diminue parce que en fait, le lead time de couverture que l'on a, la durée de couverture que l'on doit avoir de la variation de demande va diminuer. Donc, de par là, la variation, si on a un peu de flexibilité effectivement sur la capacité et si on sait répondre à la demande de manière assez rapide avec des temps de fabrication qui sont raccourcis, eh bien, on va répondre à la fluctuation de la demande. Les routes ne sont pas faites, les feux rouges et les feux verts ne sont pas faits pour durer indéfiniment le même temps, avec une limite de capacité, mais bien de s'adapter aussi à la demande. Et on aura une demande qui est beaucoup plus réactive si on a effectivement des encours qui sont diminués. Voilà. Oui, parce que, merci Alain de le dire, c'est qu'on n'est pas forcé d'appliquer ces patterns 365 jours par an. On peut les appliquer et les changer tous les mois, ou toutes les 6 semaines, ou toutes les 8 semaines. L'idée, c'est d'avoir quand même un schéma qui se répète, avec un lead time qui correspond à celui de l'entreprise. Voilà. Mais cette régularité est quand même très très appréciable pour la sérénité de tout le monde, du pilote de flux jusqu'à l'opérateur de maintenance. Il faut les optimiser aussi, parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouveaux outils qui arrivent. Donc c'est un système vivant, hein, c'est pas un système figé une fois pour toutes. Non, pas du tout. C'est un système vivant. Pas du tout. Par contre, c'est la sérénité des commerciaux peut-être qui a à souffrir un petit peu. Non, parce que comme on disait tout à l'heure, Jean-Patrice, si tu te souviens, le taux de service augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de plaintes clients. C'est vrai. Mais à condition d'avoir anticipé un certain nombre de choses. La satisfaction client. En fait, du OP and S. Voilà. On a beaucoup de questions, hein. Hervé. Comment définit-on les patterns répétitifs et à quelle fréquence et suivant quels critères doivent-ils être revus ? Alors, faut-il quoi ? Il faut les revoir tous les combien ? Les revoir tous les combien ? Ça dépend un petit peu de l'entreprise et de ce qu'on veut faire, de la régularité de la demande aussi. Là où on l'a fait, en fait, je parle de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, on pouvait avoir ce que je vais appeler 2 saisons, en fait. Et donc, on faisait un pattern pour une saison qui allait de janvier à juillet, et puis un autre qui allait d'août jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est quelque chose, comme le dit Gérard, qu'on peut revoir tous les 3 mois. Mais ça dépend vraiment de l'entreprise et de l'environnement. Hein. Donc on peut être plus ou moins réactif selon ce qu'on choisit. Et en ayant une vision globale, effectivement, par rapport à la saisonnalité de la demande. Oui, c'est ça, par rapport à la saisonnalité de la demande et de la variation de la demande, oui.
Et justement, comment on s'adapte à la variation de la demande? La variation de la demande, alors justement, ce qu'on fait, c'est quand même, j'ai bien dit qu'on avait des prévisions. Ouais. C'est-à-dire que la partie Ouais. prévision, surtout quand on fait du global, c'est toujours super important d'avoir des prévisions. Donc, et qui dit prévision, dit, en tout cas de mon point de vue, c'est j'ai une évaluation du maximum et du minimum. Hein, parce qu'il n'y a qu'une chose qui est sûre en prévision, c'est que c'est faux. D'accord. Et donc, par contre, je sais qu'il est très improbable que ma demande sur tel article dépasse 120, 125, 150, 180, je ne sais rien, Ouais. avec une moyenne à 100. Et donc, on tient compte de ça. Éventuellement, s'il y a beaucoup d'incidents de production, je veux dire par là, s'il y a un manque de fiabilité dans la production, on va construire le pattern avec une demande qui sera plutôt sur la demande maximum. Parce qu'on sait que si je produis pour avoir la demande maximum, il y aura beau avoir des incidents de production, ça tiendra la route, quoi. Donc effectivement, c'est fait aussi pour des demandes qui sont variables en bout de piste. Je prends un exemple, puisqu'on parle de la parfumerie. Si un influenceur ou une influenceuse dit sur les réseaux sociaux qu'il faut acheter massivement le parfum X32, par exemple, Voilà. Oui. Comment s'adapte le système? Alors, en fait, l'influenceur ou l'influenceuse aura relativement peu d'impact sur le semi-fini. Tu vois, sur le type de parfum. Ça va être plutôt, ah oui, mais c'est en flacon de machin, avec telle inscription sur la boîte, etc. Donc tout à fait en fin de parcours. Hein, c'est là que c'est vraiment très volatile. C'est la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est en fin de parcours. Et c'est justement en fin de parcours qu'on peut s'adapter. Hein, c'est-à-dire c'est une espèce de relativement rigide, enfin c'est un flux relativement poussé qui tout d'un coup devient tiré. Hein, c'est ça. L'objectif, c'est quand même de diversifier le plus tard possible. Exactement. Parce que c'est là où il y a le plus d'incertitudes. Voilà. C'est là où, exactement. Et de faire la part des choses entre l'évolution de tendance. Oui, l'influenceur déclenche un mouvement fort du parfum A vers le parfum B, ou l'accident de parcours qui ne va durer que 3 jours, où là on revient à notre aspect managérial et de discipline. Il faudra rester sur les patterns, sur les schémas, et j'allais dire laisser passer l'orage qui ne va durer que quelques jours. Parce que sinon on repart dans cette espèce de cercle vicieux où on va en permanence replanifier, voilà. Moi, il y avait un truc qui m'avait bien amusé dans ce que tu disais, Bruno, c'est quand on a mis en place le système. Alors, tu as dit, oui, il faut quand même des méthodes fortes. Je crois que oui. On avait fini par licencier un des directeurs d'usine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, alors je ne veux pas faire peur aux auditeurs. Non, mais... et puis la deuxième chose, c'est que ton patron... c'est l'anecdote, c'est que Jean-Patrice avait dit à l'époque, on va améliorer le taux de service, et au bout de quelques temps, mais ça ne viendra pas tout de suite, on va diminuer les stocks. Les gens y croyaient tellement peu que toute la business unit s'était calé des objectifs de bonus, à commencer par le patron, sur des stocks très au-delà des objectifs que Jean-Patrice avait cru atteignables. Mais comme on a atteint les objectifs, le patron m'a avoué, il m'a dit, grâce à vous, j'ai eu le meilleur bonus que je n'aurais probablement jamais dans ma carrière. Donc oui, ça marche. Pas mal, ça. Oui. Mais il ne faut pas le faire pour le bonus, il faut le faire pour le client. Un bon argument de vente. Hervé. Alors, une dernière question. Cette planification via des patterns répétitifs tient-elle compte de la disponibilité des hommes et de leurs compétences? Justement, comme il est c'est indispensable, absolument. Et comme c'est répétitif, ça permet justement de prévoir et de former les hommes. Hein, le problème de la production, c'est que si ça change tout le temps, c'est compliqué. Et que moins ça change, plus on est sûr. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si le process il n'est pas stable du tout, que ça soit à cause de la fiabilité des machines, de la maintenance ou des hommes, il faut d'abord travailler sur son process. Aucune onde verte n'arrivera jamais à pallier toutes les faiblesses de l'outil de fabrication. Il faut travailler les choses dans l'ordre. Mais si on y met le développement des compétences correspondant, c'est là qu'on a le succès. Bien sûr. Mais ne pas oublier de développer les compétences. Bien sûr. Pour moi, sûr. c'est un...
Ce que tu disais tout Point à l'heure, important. l'explication et la compréhension de Voilà. ce qu'est l'onde verte doit aller jusqu'à l'opérateur, parce que ça peut lui amener des fois à ne pas produire à un instant donné alors que la capacité est disponible, parce que justement, il ne faut pas créer d'à-coup. Et s'il n'a pas compris le process, il va dire non, le chef s'est trompé, j'y vais. Il Et il aura faut tort. l'avoir consulté. Et il faut l'avoir informé, consulté, formé. Voilà, absolument. Mais de mon expérience, ils sont plutôt enthousiastes quand on. Oui, Ils disent, enfin, on change quelque chose. Bah, quand on consulte les gens, en général, ils aiment. Oui. Ils adhèrent. C'est ça. Alors, pour résumer, je dirais qu'il faut un chef d'orchestre, il a besoin de musiciens, mais un musicien n'a pas forcément besoin de plusieurs chefs d'orchestre. Donc dans la coordination, je pense qu'effectivement, on a vu qu'il y a une optimisation qui se fait au niveau général, mais après, bien sûr que chacun des acteurs est impliqué dans l'adhérence au plan et à l'atteinte des résultats. Donc ça n'enlève pas du tout la dimension humaine pour les opérateurs, mais il faut que chacun effectivement comprenne bien quelle est sa mission. C'est-à-dire que le musicien, c'est pas forcément à lui de prendre la place du chef d'orchestre. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une autre image qui me vient en tête. On est parti de l'idée d'une circulation urbaine avec des voitures qui roulent un petit peu à différents endroits de la ville et puis des feux qui se synchronisent. Et des carrefours, ouais. Et des carrefours. Est-ce que l'idée, c'est pas plutôt un réseau ferré avec des horaires bien précis où les trains arrivent à l'heure et peuvent justement rouler. Tu as raison, c'est l'autre image. Et en fait, ça peut même être des trains avec des rames. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs rames sur le train. Arrivé à Lyon, une des rames va partir vers Grenoble, l'autre va aller vers Marseille. Et c'est exactement ça. C'est ça qu'on met en place. Ouais. Genre, tu allais dire quelque chose? Non. Ok, un petit mot de conclusion, Jean-Patrice, peut-être pour inciter peut-être les internautes à en savoir un petit peu plus sur ce concept d'onde verte. Bien entendu, contacter Diagma, j'imagine. Oui. Mais encore. Non, mais moi, ça fait longtemps que je porte cette idée. Ça fait longtemps que je porte cette idée. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs au début. Sans que j'arrive à identifier rapidement les raisons de l'échec. Je me rappelle la première fois, c'était la Lénière de Roubaix, qui n'existe plus parce qu'ils l'ont pas fait, donc c'est pour ça. Donc à la Lénière de Roubaix, on avait dit ok, on va mettre en place dans telle usine. Donc ils fabriquent la Lénière de Roubaix, ils fabriquent des pelotes de laine, très sophistiquées. Et on avait dit, le directeur général avait dit, on va le mettre en place d'abord dans telle usine, on va faire un pilote. Donc j'y étais allé, c'était une usine en Belgique, je me rappelle. Les gens avaient été absolument enthousiastes, on y va, ça change, enfin on fait quelque chose. Pour ramener, parce qu'une pelote de laine, il fallait 3 mois pour arriver à faire une pelote de laine, en délai total, alors que, c'est un peu compliqué, il continue à filer, des continues à retordre, etc. Mais un jour, on doit y arriver, quoi. Il n'y a pas besoin de 3 mois. Et donc, on avait fait ça. Et la semaine d'avant la mise en place, le planificateur central, qui faisait partie de la famille d'ailleurs, le planificateur central avait dit non, on ne va plus faire ce type de laine dans cette usine, on va changer d'usine. D'accord, ok, donc... on avait dit d'accord, bon. Donc on avait changé d'usine, et puis même chose, la deuxième fois, il avait dit non, on va pas le faire dans cette usine. Et le directeur général a dit bon, je crois que j'ai un peu de ménage à faire avant de mettre en place, mais je vais vous envoyer aux 3 Suisses, parce que les 3 Suisses font aussi ce genre de choses. Je suis allé arriver aux 3 Suisses, et là j'avais été reçu par tout le conseil d'administration qui avait dit génial, c'est révolutionnaire, il faut y aller. J'ai dit, je veux d'abord aller voir sur place, etc. Donc, j'étais allé, ils avaient aussi une usine en Belgique, c'était un peu plus centralisé, ils avaient une usine en Belgique, j'étais arrivé, c'est ma visite la plus rapide d'usine que j'ai jamais faite. Le directeur de l'usine était sur le pas de la porte, en haut des marches, je me rappelle, les bras croisés. Je me suis dit, oh là là, ça va pas vraiment très bien. Il m'a dit, moi vivant, vous rentrerez pas dans l'usine. Bon. Donc voilà, si je peux dire, on apprend, quoi. Quand on a des nouveaux concepts, on apprend peu à peu. Et là, je crois qu'on maîtrise à peu près. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas vraiment besoin d'intelligence artificielle. Ce qu'on est en train de regarder, c'est l'intelligence artificielle va nous aider, en fait, à faire la cartographie des flux automatiquement, la détection des aléas sur du réel, quoi. Les jumeaux numériques aussi, peut-être. Le jumeau numérique, c'est
c'est en fait un logiciel de simulation qui permet de rentrer toute l'usine ou les usines dans le système et vraiment de simuler, quoi, de faire se dérouler le truc. Et ce qui est d'ailleurs ce qu'on faisait, par exemple, chez Cronenbourg avec la ligne de production. On l'a dimensionné comme ça, en faisant des systèmes de simulation. Donc le jeu Moonirix, c'est super intéressant, parce que ça permet de faire avant les faits, de simuler ce qui va se passer, et vraiment fiablement. Et ça permet de convaincre aussi les interlocuteurs que ça va marcher. Parce que le premier argument, c'est « Ah oui, mais on a plein de pannes chez nous, c'est aléatoire, tout est aléatoire. » Ok, on va voir. Merci messieurs. Merci beaucoup. Laissez-nous. Merci Jean. Merci. Mais toujours amis. Merci Jean-Patrice. Merci Diagma pour avoir l'initiative d'organiser cette émission autour de ce concept d'onde verte. Et bien sûr, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre émission sur Supply Chain Village. Merci beaucoup.